Ceci est la première vidéo du chapitre d'intégration. Nous n'allons pas parler d'intégrale tout de suite, mais de continuité uniforme. En effet, pour pouvoir définir l'intégrale de Riemann, qui nous occupera dans le reste de ce chapitre, nous avons besoin du théorème de Heine, qui utilise la notion de continuité uniforme. Nous allons donc démontrer ce théorème dans cette vidéo. La continuité uniforme ne sera pour nous utile que dans ce chapitre. C'est une notion plus délicate que celle de continuité, et le programme est peu exigeant sur ce point. Nous traiterons tout de même en cours quelques exercices sur ce thème, mais ce n'est pas un thème fondamental du programme de MPSI. Commençons déjà par rappeler la définition de continuité d'une fonction sur I. Donc vous vous souvenez de cette écriture quantifiée. Dire que f est continu sur I, c'est dire que pour tout x dans I, la fonction est continue en x. Et toute cette partie-là, c'est justement dire que c'est la définition de f de y tend vers f de x lorsque y tend vers x. C'est-à-dire que f est continu en x. Donc je ne reviens pas en détail sur cette écriture, je la rappelle ici, mais j'espère que vous vous en souvenez bien, c'est une écriture très importante. Et donc, puisque ce qui est souligné en bleu signifie que f est continu en x, et bien si pour tout x dans I nous avons cela, et bien cela signifie que f est continu sur tout l'intervalle I. Là encore, histoire de se remettre un peu les choses au clair sur cette partie, fixons ici un intervalle vertical de longueur epsilon ici que nous prenons égal à 1, et nous allons illustrer l'importance du choix de alpha pour différentes valeurs de x sur la fonction 1 sur x dont le graphe est représenté ici. Imaginons dans un premier temps que je prenne x égale à 1, une première valeur de x, et je veux donc déterminer un réel alpha strictement positif tel que pour tout y entre x moins alpha et x plus alpha, j'ai 1 sur y compris entre 1 sur x plus epsilon et 1 sur x moins epsilon. Alors bien sûr avec x égale 1 sur x est égal à 1. Je vais donc tracer une droite horizontale d'ordonnée 2, et je cherche un réel alpha tel que lorsque y est entre x moins alpha et x plus alpha, 1 sur y est entre 0 et 2. Donc bien sûr, nous voyons qu'ici l'antécédent de 2 par notre fonction c'est 1/2, et donc si nous choisissons alpha égale à 1/2, donc ici j'ai la valeur de alpha, et bien cet alpha correspond bien et convient bien pour la valeur ici de x égale à 1. Alors je vais plutôt mettre toute cette partie-là en vert, puisqu'elle est associée à x égale 1. Je vais maintenant faire la même chose avec une autre valeur de x. Faisons la même chose avec une nouvelle valeur de x égale à 0,5. Donc là encore, je vais tracer une droite horizontale d'ordonnée 3 et une autre d'ordonnée 1. Et alors, nous voyons que ici, nous avons l'antécédent de 3, donc 1/3, qui tombe à peu près par là. Si nous prenons alpha égale à cette distance-là, eh bien, c'est un alpha qui convient à la valeur x égale 0,5. À chaque fois que nous prenons y entre x moins alpha et x plus alpha, alors bien entendu, 1 sur y sera compris entre 1 et 3, donc entre 1 sur x moins 1 et 1 sur x plus 1. Allez, finissons avec une dernière valeur de x. Pour maintenant x égale 1/4, donc 0,25, nous pouvons effectuer à nouveau la même construction. Nous allons chercher tous les antécédents des points qui se trouvent entre 3 et 5. Donc l'antécédent de 5 c'est 0,2, donc pour cette valeur de x, il va falloir poser un alpha au maximum égal à 0,05, c'est-à-dire l'écart entre 0,2 et notre x, c'est-à-dire 0,25. Ce que nous remarquons ici, c'est que pour un epsilon fixé, ici prix égal à 1, eh bien plus x est proche de 0, et plus un alpha qui va convenir pour avoir l'écriture quantifiée de la page de gauche, plus ce alpha doit être pris petit. En tout cas, si nous prenons la valeur de alpha qui est verte, eh bien il est très clair que cette valeur de alpha correspond pour x égale 1, mais elle ne va certainement pas convenir pour x égale 1/2, et encore moins pour x égale 1/4.
Si nous prenons la valeur bleue, eh bien ça convient pour x égale 1/2 et 1, mais elle ne convient pas pour x égale 1/4. Et finalement, nous voyons que nous n'arriverons jamais à prendre une valeur de alpha qui va convenir pour tous les x, pour epsilon est égal à 1. Puisque si nous prenons une valeur fixée de alpha strictement positive, on pourra toujours trouver un x suffisamment proche de 0 pour que dans l'intervalle x moins alpha et x plus alpha, l'amplitude des images, l'amplitude verticale, dépasse 1. Si je parle de tout ça, c'est parce que ce choix d'un réel alpha strictement positif convenable, c'est le point fondamental dans la définition d'uniforme continuité. Venons-en maintenant à cette définition de continuité uniforme. Donc je réécris au-dessus la définition de continuité de f que nous avons vue dans la première page, et je rajoute ici donc la définition de la continuité uniforme. On dit que f est uniformément continu sur l'intervalle i, si nous avons cette phrase quantifiée. Alors cette phrase quantifiée, quelle est sa différence? Quelles sont les différences par rapport à la définition de continuité sur i? Eh bien nous voyons qu'il n'y a finalement qu'une différence, c'est que le pour tout x appartenant à i qui se trouve au début de la définition de f est continu, va être relégué au milieu de la phrase, à côté de la quantification en pour tout y. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que lorsque nous avons fixé epsilon, nous pouvons trouver un alpha qui va être le même pour tous les x et y. Le même pour tout x et y. Ce qui n'est pas du tout le cas sur le dessin de gauche, puisque nous avons vu qu'en faisant varier x, nous ne pouvons pas prendre un alpha qui va toujours marcher, le même alpha qui va convenir pour toutes les valeurs de x. Eh bien, une fonction uniformément continue, c'est une fonction pour laquelle, pour epsilon fixé, un alpha va convenir quels que soient les choix de x et de y. Par exemple, si la fonction f a ce graphe, et si je fixe epsilon ici une distance verticale égale à 4 carreaux, donc ceci est égal à epsilon, eh bien je vais ici poser alpha, une distance horizontale de 1 carreau. Donc ici, alpha, évidemment, il faut le prendre suffisamment petit, mais je vais prendre celui-ci. Alors, si je fixe un rectangle qui aura pour largeur 2 fois alpha et pour hauteur 2 fois epsilon, ce qui va me donner cela, je vais couper en deux. Je vais le couper en deux dans la hauteur et dans la largeur. J'obtiens ce gabarit. Si maintenant je déplace cette figure le long du graphe et que le point central je le place sur le graphe, par exemple ici, eh bien je vois que l'amplitude verticale est toujours plus petite que 2 fois epsilon dans cet intervalle de longueur 2 fois alpha. Ce qui signifie que la continuité pour écrire la continuité au point x d'abscisse correspondante au centre du rectangle que j'ai placé là, eh bien, lorsque je me balade entre x moins alpha et x plus alpha, la fonction f ne dépasse pas f moins epsilon, f de x moins epsilon et f de x plus epsilon. Si je me place ailleurs sur le graphe, même là où c'est a priori la pente est la plus raide, là aussi, sur ce nouveau point x, je vois qu'entre x moins alpha et x plus alpha, f de x, la fonction f, ne passe pas en dessous de f de x moins epsilon, ni au-dessus de f de x plus epsilon. Et je peux me placer où je veux sur le graphe, cela va toujours être vérifié. Ce qui signifie qu'en fixant ce epsilon, eh bien j'ai réussi à trouver une valeur de alpha qui convenait pour tous les x et y dans grand I. Donc cette fonction est uniformément continue. Nous pouvons aussi revenir au premier exemple avec la fonction 1 sur x et montrer que sur l'intervalle r plus étoile, cette fonction n'est pas uniformément continue. En effet, nous allons montrer la négation de la phrase qui définit l'uniforme continuité. C'est-à-dire que nous allons montrer qu'il existe un epsilon strictement positif, tel que pour tout alpha strictement positif, nous pouvons trouver x et y tous les deux dans R plus étoile, tel que d'une part la distance qui les sépare est strictement plus petite que alpha, mais pour autant la distance entre leurs deux images est strictement plus grande que epsilon. Donc, comme il suffit de trouver une valeur de epsilon qui convient, nous allons par exemple poser epsilon égale 1/2. Mais ensuite, il faut montrer une phrase qui commence par « pour tout alpha strictement positif ». Nous allons donc introduire un alpha quelconque strictement positif.
À nous maintenant de trouver deux valeurs de x et y qui vont convenir. Pour que la distance entre x et y soit petite alors que la distance entre leurs opposés est grande, entre leurs inverses est grande, nous allons a priori prendre x petit. En tout cas, nous allons le choisir plus petit que 1. Mais nous allons voir aussi après que nous avons intérêt à le prendre plus petit que alpha. Donc nous allons poser x, le minimum, entre 1 et alpha. En tout cas, il est strictement positif. Et ensuite, nous allons poser y égale à x sur 2. Donc nous avons deux points à vérifier. La distance entre x et y est plus petite que alpha, et la distance entre 1 sur x et 1 sur y est plus grande que 1,5. Donc pour cela, si nous regardons la valeur absolue de x moins y, elle est égale exactement à x sur 2, puisque x est strictement positif. Et comme x est plus petit que alpha, cette distance est nécessairement plus petite que alpha sur 2. Alors x est bien plus petit que alpha, puisque c'est la plus petite valeur entre 1 et alpha. Donc c'est peut-être alpha, mais en tout cas c'est inférieur ou égal à alpha. Et dans tous les cas, elle est strictement plus petite que alpha, puisque alpha est strictement positif. Passons maintenant à la valeur absolue de 1 sur x moins 1 sur y. Elle, par contre, elle est égale à la valeur absolue de 2 sur x moins 1 sur x, c'est-à-dire exactement 1 sur x, encore une fois, puisque x est strictement positif. Mais comme nous avons pris x plus petit que 1, eh bien 1 sur x est supérieur ou égal à 1. En tout cas, cela est strictement plus grand que 1,5, c'est-à-dire plus grand qu'epsilon. Nous avons donc montré exactement ce que nous voulions, et ainsi la fonction f sur r plus étoile n'est pas uniformément continue. Avant de passer au théorème relié à l'uniforme continuité, faisons la remarque suivante. La continuité uniforme est une propriété globale et non locale. C'est-à-dire qu'une fonction peut être uniformément continue sur tout un intervalle, mais dire qu'elle est uniformément continue en un point n'a aucun sens. En effet, si vous reprenez la définition de continuité uniforme, nous n'avons pas fixé un point pour ensuite donner une propriété de f relative à ce point. Nous avons donné une définition qui concerne directement tous les points de grand I. Et ceci, ça n'est pas le cas pour la définition de continuité. Nous pouvons définir la continuité d'une fonction en un point, et lorsqu'une fonction est continue en tout point, eh bien elle est continue sur grand I. C'est donc là encore une notion qui est différente de celle de continuité, même si bien sûr elle part de cette notion-là, elle se base dessus. Donnons maintenant des résultats relatifs à la continuité uniforme. Tout d'abord un premier théorème qui va comporter deux résultats immédiats et cela dit importants, mais qui vont être plutôt simples à démontrer. Premièrement, toute fonction uniformément continue est continue, et deuxièmement, toute fonction lipschitzienne sur un intervalle grand I est uniformément continue sur grand I. Pour le premier point, nous supposons donc que nous avons une fonction f uniformément continue, et donc nous supposons la phrase quantifiée étoile qui est celle de définition de fonction uniformément continue. Maintenant, si nous fixons un réel petit x dans grand I, donc il est fixé, et bien directement avec la phrase étoile, nous pouvons écrire que, quel que soit epsilon strictement positif, il existe un alpha strictement positif tel que pour tout y dans I, et nous n'avons plus besoin de remettre pour tout x puisque x est fixé, nous avons x moins y strictement plus petit que alpha implique que f de x moins f de y est strictement plus petit qu'epsilon. Et que constatons-nous ? Bien, nous constatons que cette phrase, c'est exactement la définition de f de y tend vers f de x, lorsque y tend vers x, c'est-à-dire qu'elle nous dit exactement que f est continu en x. Ceci étant vrai pour tout x dans grand I, eh bien f est continu sur grand I. Pour le deuxième point, supposons maintenant que notre fonction f est k-lipschitzienne pour un certain réel k strictement positif. Donc soit k strictement positif tel que pour tout x et y dans I, la valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure ou égale à k fois la valeur absolue de x moins y. Nous voulons montrer la phrase rouge, enfin la phrase étoile rouge qui se trouve encore à gauche. Donc pour cela, comme elle commence par pour tout epsilon, nous introduisons un epsilon strictement positif. À nous d'introduire un alpha qui va convenir. Nous allons donc poser ici alpha égale epsilon sur k. Maintenant,
fixons deux points x et y dans grand I, et supposons que la distance entre x et y est plus petite que alpha, c'est-à-dire qu'elle est plus petite que epsilon sur k. Puisque f est k lipschitzienne, nous allons alors avoir f de x moins f de y qui est inférieur ou égal à k fois la distance entre x moins y, c'est-à-dire qu'elle est strictement plus petite que k fois epsilon sur k, et donc elle est strictement plus petite que epsilon. Nous avons bien montré la phrase que nous voulions démontrer, ce qui signifie bien que f est uniformément continu sur grand I. Nous venons donc de montrer des implications très simples entre trois notions que nous connaissions déjà, la continuité uniforme et le fait pour une fonction d'être lipschitzienne. Donc attention, ces deux points ici sont des implications et ce ne sont pas des équivalences. Cela signifie qu'il est possible de donner des exemples de fonctions qui sont continues mais qui ne sont pas uniformément continues. Ça, nous l'avons déjà fait tout à l'heure avec la fonction 1 sur x sur r plus étoile. Il est aussi possible de donner un exemple d'une fonction qui est uniformément continue mais qui n'est pas lipschitzienne. Alors cela est un peu plus compliqué et nous le ferons en cours. Nous allons finir avec un dernier résultat qui lui aussi relie la continuité et la continuité uniforme. C'est le théorème de Heine, mais qui va être beaucoup plus compliqué à démontrer. Il exprime que toute fonction continue sur un segment est uniformément continue sur ce segment. Comme très souvent en analyse, quand nous avons un résultat qui est vrai sur un segment mais qui ne l'est pas forcément sur un intervalle, eh bien, il y a toujours le théorème de Bolzano-Weierstrass qui se cache dans la démonstration. Donc pour cette démonstration, nous allons prendre grand I un segment, dont nous allons noter les bornes A et B, et nous allons prendre une fonction f continue sur grand I. Nous allons raisonner par l'absurde et supposer que notre fonction n'est pas uniformément continue. Donc c'est la même négation que tout à l'heure, nous allons supposer qu'il existe un epsilon strictement positif, tel que pour tout alpha strictement positif, nous pouvons trouver deux points x et y dans I, dont la distance est plus petite que alpha, mais la distance entre les images est plus grande qu'epsilon. Donc ici, ce epsilon, pour nous, il est fixé. Donc si nous prenons un entier petit n, un entier naturel, en appliquant la phrase précédente pour alpha égale 1 sur n plus 1, nous obtenons le résultat suivant. Il existe deux réels que nous allons que nous allons appeler xn et yn dans grand I, et qui vont donc vérifier deux points. Le point numéro 1, qui est le point suivant, la distance entre xn et yn est strictement plus petite que alpha, c'est-à-dire qu'elle est plus petite que 1 sur n plus 1, et par contre, la distance entre f de xn et f de yn, elle est strictement plus grande que epsilon, et nous allons noter ce point numéro 2. Mais la suite xn est à valeur dans le segment grand I, donc cette suite est bornée. La suite xn est bornée. Donc avec le théorème de Bolzano-Weierstrass, nous pouvons en extraire une sous-suite convergente. Avec le théorème de Bolzano-Weierstrass, il existe une sous-suite x indice phi de n quand petit n parcourt grand N qui converge vers une limite réelle que nous allons noter petit l, qui appartient nécessairement à grand I par encadrement. Or, il se trouve que pour tout n, nous avons la distance entre x phi n et y indice phi de n, qui est strictement plus petite que 1 sur phi de n plus 1. Donc cette distance tend vers 0 lorsque n tend vers plus infini, puisque par définition d'une suite extractrice, phi de n, la fonction phi est strictement croissante, et nous avons déjà vu dans le chapitre sur les suites que, nécessairement, par récurrence, phi de n était toujours forcément supérieur ou égal à n. Donc, cette quantité tend vers 0. Ce qui nous permet d'affirmer que la sous-suite y phi de n converge elle aussi vers petit l lorsque n tend vers plus infini. Mais la fonction f est continue. Donc par continuité de f, nous pouvons utiliser une composition de limites, qui correspond d'ailleurs à un des sens de la caractérisation séquentielle de la limite, puisque x phi de n tend vers petit l, eh bien l'image de cette sous-suite
par f tend elle aussi vers f de L, lorsque n tend vers plus infini. Et de même d'ailleurs avec la suite y phi de n, comme elle aussi elle tend vers petit l, eh bien f de y phi de n tend vers f de L, lorsque n tend vers plus infini. Donc en soustrayant ces deux lignes, nous avons par opération que la valeur absolue de f de x phi de n moins f de y phi de n tend vers 0. Or, il se trouve que nous avons le point numéro 2 qui nous indique que pour tout n, cette distance justement doit être toujours plus grande que epsilon. Or, epsilon est lui-même strictement positif. Donc cela est en totale contradiction avec le fait que cette suite tend vers 0. C'est absurde. Ce qui signifie que f est bien uniformément continu sur grand I. Donc nous allons arrêter cette vidéo ici. Maintenant que nous disposons du théorème de Hein, nous allons pouvoir l'utiliser pour construire dans les vidéos suivantes l'intégrale de Riemann d'une fonction continue par morceaux.